10h midi, média. C'est la suite du 10h midi ce matin avec Rémi Pernolet et Gilles Gansman, toujours avec moi jusqu'à 11h ce matin. Et notre invité du jour, Laurent Storck, bonjour. Bonjour. Pour ce livre, Pourquoi les imbéciles ne changent pas d'avis, aux éditions Alizio. Un très bon livre, on va vous expliquer de quoi il en retourne dans quelques instants. Vous avez été directeur général adjoint du département audiovisuel Universal Music pendant des années, 15 ans à TF1 aux acquisitions, au programme, à la production, puis au cinéma avec Danny Boone à l'artistique et au développement. Aujourd'hui, vous êtes producteur audiovisuel, conférencier et auteur de ce livre ce matin. Alors, je l'ai lu avec beaucoup d'attention parce que forcément, ça nous parle à tous. C'est quand même un livre sur la philosophie aujourd'hui c'est très philosophique sur la société. Écoutez, on s'est fait embarquer par un sujet qui était en gros un manuel pour les têtus, et oui. Je suis têtu, oui. Et on a très vite bifurqué parce que c'est assez profond, oui. Et amis têtus qui nous écoutez, vous êtes têtus, c'est normal. C'est normal. Parce que c'est assez complexe de ne pas l'être, et en revanche, on essaie d'expliquer comment pas l'être. Alors justement, on va revenir sur trois notions distinctes qui résument un petit peu ce livre. C'est qu'est-ce qu'un avis, qu'est-ce qu'une opinion et qu'est-ce qu'une croyance en fait. Et c'est ce qui régit un peu notre quotidien. Oui, alors déjà, c'est 3 degrés différents d'implication, et surtout, faut se méfier parce qu'il faut ça. Par exemple, vous avez vu un film de Tarantino qui vous plaît pas. Vous commencez à dire que le film, voilà, j'aime pas. Vous commencez à dire à l'autre, ce film, il est pas bon. Si l'autre a non pas un avis sur le film, mais une opinion sur Tarantino, et qu'éventuellement Tarantino, c'est son réalisateur préféré de tous les temps, ce qui arrive, il va pas du tout réagir comme vous aviez prévu, et vous allez très très vite avoir une conversation envenimée et animée. Et la différence avec une croyance, par exemple ? Une croyance, c'est très fortement ancré, et c'est surtout un filtre qui vous permet de voir la vie à travers votre croyance. Donc n'imaginez pas convaincre quelqu'un de changer de croyance en 10 minutes. Alors on est d'accord que c'est en fonction de l'âge, du tissu familial, forcément, qui crée nos valeurs, nos croyances et nos avis et nos opinions. Alors après, avec l'âge, on change un peu. Mais surtout, vous dites un truc étonnant, et j'ignorais totalement, c'est que votre cerveau est totalement réfractaire à vous mettre en échec ou à vous faire changer d'avis. C'est-à-dire que si vous avez un avis, votre cerveau va vous dire on va garder celui-ci, on garde ce confort. C'est super, c'est la grande découverte que j'ai faite en écrivant ce livre, c'est qu'en réalité, changer d'avis une fois que, alors sans parler même de changer de croyance, mais changer d'avis et d'opinion une fois que votre cerveau a décidé qu'il en avait une, c'est très 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 complexe, et c'est la raison pour laquelle les gens qui s'intéressent à votre cerveau et à votre âme s'y prennent très jeunes, parce qu'ils savent que c'est entre 4 ans et 10 ans qu'on va assez facilement vous implanter un avis ou une croyance, et qu'ensuite elle va être hyper dure à déloger. Alors il y a aussi la croyance, c'est un lien aussi forcément, on a entre la connaissance et la croyance, il y a forcément un lien. Vous revenez justement sur Galilée en 1800 qui affirmait que ça n'était pas le soleil qui tournait autour de la Terre, mais l'inverse, qui a été obligé d'abjurer finalement puisque la religion catholique lui a demandé. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que justement médecins ou scientifiques, en fonction de leur religion, ont pas du tout la même notion des choses ? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que moi j'ai rencontré beaucoup de scientifiques, et bizarrement ils sont souvent croyants. Oui. Et la deuxième chose, c'est que plus on sait des choses, plus on se rend compte qu'on en sait très peu finalement, et ça rend relativement croyant. Et surtout, l'enseignement de ce livre, c'est que le progrès de la connaissance n'efface pas du tout les croyances. Les croyances n'ont pas la même fonction que les connaissances. Les croyances, elles simplifient notre vie quotidienne, elles nous permettent d'avoir rapidement des opinions, parce que comme ça on perd pas de temps, et on peut pas se poser à chaque fois la question de savoir pour traverser la rue à quelle vitesse va le camion et à quelle voilà. Donc notre cerveau, il est fait pour aller vite, et finalement quand même pour ancrer des croyances. Donc alors, on est très manipulable en fait. On est hyper manipulable. C'est ça que vous dites. Mais je vais vous dire un truc, avec Yves Bernheim, mon co-auteur, on avait décidé de ne pas faire un livre parlant des manipulations. On n'a pas pu. Parce qu'en réalité, pour convaincre quelqu'un, vous avez les méthodes pacifiques et vous avez la manipulation. Et la manipulation, ça marche super bien et c'est hyper rapide, malheureusement. Ce qu'on appelle les sectes, entre autres. Les sectes, et même on a quelques manipulations qui sont faites par des grandes marques et qui fonctionnent pas mal du tout. Il y a tout un chapitre qu'on consacre au biais cognitif et à la façon de manipuler les gens. On est assez facilement manipulable. Le plus facile, c'est l'ancrage. C'est-à-dire qu'on vous met un chiffre dans la tête, puis ensuite vous raisonnez autour du chiffre. Quand Steve Jobs a lancé l'iPad, il a fait une conférence qui est encore en ligne et qui est fantastique. Il a dit voilà, on a inventé un objet que vous connaissez pas et qui vaut $2000. On s'est dit qu'à $2000, vous n'achèteriez pas. Alors on s'est dit pourquoi pas $1000. Mes équipes marketing m'ont dit qu'à $1000, vous l'achèteriez pas non plus. Alors moi je leur ai dit on va quand même pas le vendre $500. Et mon équipe marketing a dit non Steve, on va le vendre $499.
Et voilà le prix auquel ils l'ont vendu. Et c'était un ancrage fantastique parce que pour les gens, ils faisaient une affaire. Ils achetaient $500, quelque chose qui valait 2000, alors qu'en fait, ça valait 500. En fait, vous parlez des techniques du marketing, là. Non, c'est de la manipulation, plus que du marketing. C'est utilisé tout le temps dans la société de consommation. Non ? Ouais, pour les soldes, par exemple. Parce que les gens du marketing se sont intéressés dès les années 30 à la manipulation. C'est joué sur l'émotion aussi. Énormément. Oui, c'est ça. Ça, de toute façon, sincèrement, pour modifier une opinion, je pense qu'il faut passer par l'émotion. Le raisonnement s'adresse à votre tête et en fait on choisit plutôt avec le cœur. Quand vous étiez à TF1, vous avez lancé un slogan, c'était juste au moment où vous étiez directeur des programmes, je crois, c'était « Partageons des ondes positives ». Vous ne croyez pas que ça c'est de la manipulation que vous avez fait ça ? Quand j'étais à TF1, il y a plusieurs choses. D'abord, TF1 est une chaîne qui à l'époque fonctionnait à l'émotion. Quand on ouvre un journal de JT de 20h sur TF1, on tape sur l'émotion. Éventuellement, France Télévisions tape plutôt sur l'information technique ou scientifique. Nous, s'il y a une inondation quelque part ou s'il y a une tempête de vent comme aujourd'hui, à l'époque, on avait tendance à prendre des victimes et parce que c'est plus concernant et puis que les gens en regardant la télé peuvent se dire merde, et si ça m'arrivait à moi ? Alors qu'on peut passer par un climatologue qui va vous faire 10 minutes là-dessus, vous comprendrez rien mais vous aurez l'impression d'être intelligent. Donc ça, effectivement, TF1 est une chaîne qui tape souvent par l'émotion. Comment vous différenciez entre manipuler ce que vous décrivez très bien dans votre livre, et puis faire de l'information, jouer sur l'émotion, la frontière est ténue, non ? D'abord, la plupart des techniques de manipulation, en fait, ne passent pas par l'émotion, en réalité. Elles passent vraiment par l'intellect, sauf qu'il y a des biais cognitifs qui sont l'étiquetage, par exemple. On a une étude qui est très célèbre avec des enfants. Si vous voulez que vos enfants arrêtent de jeter les papiers de bonbons par terre, il faut pas les disputer. Il faut leur dire « Je ne comprends pas, Hugo ». Toi qui es un enfant aussi propre et aussi sage, avec un fort sens de l'esthétique, comment tu peux continuer à acheter des bonbons par terre ? L'étude est très claire. Deux fois plus de gamins obéissaient en les étiquetant positivement qu'en les engueulant. Enfin, ça, c'est La Fontaine. Hein. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui le flatte. C'est vieux comme le monde. Hein. Écoute. C'est peut-être même Esope, d'ailleurs. Donc, j'imagine que vous avez dû flatter beaucoup de gens. Ouais, mais ça marche. Ça marche. Et est-ce que vous Non, mais moi, j'ai élevé des enfants. C'est vrai qu'on a tendance à les engueuler. J'ai jamais... Honnêtement, en 20 ans... C'est le même système que Range ta chambre. Et vous dites, pardon, je vous coupe, et vous dites que finalement, il faut se mettre en avant en disant, en fait, ça me choque, ce que tu fais, ça me fait du mal. Ça, c'est le deuxième. Il y a deux façons de convaincre les gens. Donc, Rémi, vous êtes très fan de la manipulation, mais il y a aussi la communication non violente. Et celle-là, elle est en train d'être très fortement appliquée dans les médiations. Aujourd'hui, on peut plus trop divorcer si on n'a pas affaire à un médiateur avant. Ouais. Et c'est parce que la communication non violente, c'est assez efficace aussi. Et ça consiste à jamais stigmatiser l'autre et à toujours partir de son propre point de vue en disant voilà, t'as fait ça, voilà ce que ça provoque en moi, voilà ce que moi je préférerais que tu fasses. Est-ce que tu pourrais faire l'effort de le faire ? Ma femme, quand je range pas correctement la vaisselle ou quand je me barre sans faire le lit, est assez forte en communication non violente. Ouais. Et ça marche. Et vous faites le lit ? Ouais, je l'ai fait. Ce matin, en partant, j'ai fait le lit. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure, j'ai fait le lit. Est-ce qu'il y a une... Et je range les fourchettes dans le lave-vaisselle sans les laisser traîner dans l'évier. Vous dites qu'avec les imbéciles qui changent pas d'avis, est-ce qu'il y a un avis que vous auriez changé lorsque vous étiez à TF1 avec le recul ? Est-ce qu'il y a une décision, une chose que... Une émission que vous n'auriez pas faite, peut-être. Non, c'est une super question. Ça, c'est... Oui, le piège se referme, là. Non, pas une du émission que j'aurais pas faite. Non, mais est-ce qu'un carré VIP avec du recul, par exemple ? J'étais sûr. Non, mais je sais pas. On en a d'autres. On se dit. Ouais, on en avait d'autres. Non, mais il y a des succès quand même aussi. Il y a The Voice. Il y a beaucoup de succès. Et vous allez vous en parler. Posez une question innocente et voilà le résultat. Non, c'est une question innocente. Non, avant que vous répondiez, je vais quand même vous dire que vous avez signé, par exemple, Les Experts, le Dr House, Grey's Anatomy. Vous avez rajeuni The Voice, Danse avec les stars, Les 12 coups de minuit. Vous avez, quand même, Clem, Profilage, c'est vous. Vous avez quand même négocié aussi des grands films. Titanic, Bienvenue chez les Ch'tis, Intouchable. Et c'est vrai que forcément on peut pas gagner tout le temps et on se dit on a la conviction qu'il y a un programme qui va fonctionner vraiment et quand il passe à l'antenne on se dit aïe aïe aïe, au bout de 2 minutes on dit c'est la catastrophe, en fait ça marchera jamais. Bon, mais déjà merci parce que vous êtes une super attachée de presse. Ouais. Et deuxième je dis la vérité. Deuxième point, bien sûr que j'ai commis des erreurs et des avis. Non, je vais vous dire un truc qui est pas très favorable pour moi, mais Intouchable, le film Intouchable. Ouais. Sachant que le pitch était un grabataire qui ne peut plus que manger des choses avec une petite cuillère va être aidé par un jeune de banlieue relativement voyou. Oui. Et sur le pitch, c'est la responsable artistique de l'époque de TF1 Productions qui m'a convaincu. Et sincèrement, j'avais un petit doute. Seul, vous l'auriez pas fait ? Peut-être pas. Ouais.
Et elle m'a dit, Laurent, fais-moi confiance. Elle s'appelle Émilie Pégurier, elle travaille toujours à TF1 et c'est grâce à elle. Après, quand j'ai vu le film 6 mois avant qu'il sorte, j'ai compris que ça ferait des millions d'entrées. Et ça lui a valu, suite à un pari, qu'elle se teinte en blonde. Mais ouais, parce qu'elle avait parié que ça ferait à 10 millions d'entrées, elle se teignait en blonde et maintenant elle est blonde parce que son mari aime bien qu'elle soit blonde. Voilà. Oui, ça j'ai échappé belle. Et ma plus grosse erreur, c'est de pas avoir signé NCIS à Los Angeles aux screenings en 2002 pour une raison très simple. Les NCIS étaient à l'époque plus ou moins une copie un peu des experts. Et je m'étais dit, on a l'original, pourquoi s'embêter avec la copie? Et j'ai fait une grosse erreur parce qu'ils ont très rapidement modifié NCIS, ils l'ont rendu beaucoup moins copie des experts, et c'est un gros succès qui nous a échappé, et de ma faute. J'ai une petite question, je rebondis là-dessus, hein. sur les experts. Vous avez vous racontez dans votre bouquin, vous avez fait un brainstorming pour trouver le titre français des experts, et aujourd'hui, toutes les séries NCIS, on vient d'en parler, d'autres, SWAT, etc., gardent leur titre américain. Vous trouvez pas ça dommage? Alors, je trouve ça dommage, surtout que la loi l'interdit. En revanche, j'ai 2 explications. D'abord, les Français sont beaucoup plus bilingues qu'il y a une quinzaine d'années, notamment les jeunes générations, notamment à cause du piratage des séries sur Internet. Et deuxième point, c'est très difficile de trouver un nom français à une série américaine. On achète une série américaine pour l'exotisme qu'elle procure et ses qualités intrinsèque. Si vous la francisez avec un nom français, il faut faire attention. Après, Amicalement Vôtre était un très bon succès américain, Les Mystères de l'Ouest. Moi, je suis partisan de mettre un titre français. Mais parfois, on n'y arrivait pas. Grey's Anatomy, par exemple, on n'y est pas arrivé. Qu'est-ce que ça fait de revenir à la vie normale lorsqu'on a quitté la télé et ses animateurs et tout ce monde-là? On est heureux ou ça manque? Bon, non, moi je suis très heureux. Mais en revanche, non, ce que ça fait, c'est que pendant 2-3 ans, on continue à regarder les audiences parce que pendant 15 ans, on a été quand même un peu... C'était mon adrénaline. Piqué aux audiences. Oui, c'est vrai que ça m'intéresse toujours. De toute façon, moi, j'ai toujours regardé la télé 7 à 10 heures par jour, même quand je travaillais pas à la télé. Donc la télé, c'est une de mes passions. C'est vous qui regardez la télé. Je regarde énormément la télé. Non, je la regarde aussi en replay. Et qu'est-ce qui aujourd'hui, c'est quoi l'avenir de la télévision? Parce que alors on entend dire la télé est morte, elle est pas morte. Il faut changer de paradigme, il faut disrupter à droite et à gauche. C'est quoi l'avenir aujourd'hui? D'abord, je réfléchis là. Alors. Le meuble télévision, n'existe plus. Il est mort. Ça vous pouvez le mettre à la cave. C'est une vieille blague de Tim Seat. Il a raison, le meuble est mort. En revanche, la télé en tant que telle, si on y réfléchit, Donald Trump, sans The Apprentice, n'aurait jamais été président des États-Unis. Jamais. Donc la télé, quand même, non seulement elle est influente, mais elle vient de faire nommer pratiquement un président des USA. Ok. Ensuite, est-ce que la télé en tant que telle a de l'avenir? Alors, elle s'est dématérialisée. Elle est délinéarisée, ça veut dire qu'on la regarde beaucoup en replay, et ça va être rapidement comptabilisé. Moi, je pense que quand on comptabilisera toutes les nouvelles occasions de la regarder, elle aura déjà une meilleure allure qu'aujourd'hui. En revanche, est-ce que les plateformes, notamment Disney+ et HBO+, vont prendre du temps à la télé? C'est évident que oui. Bien sûr. Mais est-ce que ça veut dire que la télévision d'aujourd'hui, et on le voit, les plus fortes audiences sont liées au direct, est-ce que ça veut dire que, et on le voit aussi sur les chaînes info, que la télévision aujourd'hui doit être en direct, puisque finalement les plateformes sont plus, il n'y a pas de direct aujourd'hui. Est-ce que la télévision doit garder cet ADN du direct, même si on sait que ça coûte cher, que c'est compliqué? Non, mais 2 choses. D'abord, la réponse est oui, et je me rappelle très bien, il y a 15 ans avec Étienne Moujotte, il s'était déjà fait la réflexion. Il avait dit bientôt il n'y aura plus que le sport, de l'info et quelques émissions en direct, et on s'y achemine. Mais la deuxième raison plus inquiétante pour les télés, c'est que rien n'empêche Amazon et Netflix de faire du direct. Absolument. Rien du tout. Bien sûr. Et Webedia s'est lancé dans le direct il y a quelques jours. Donc exactement. Donc moi je pense que c'est pas. Alors oui, vous avez raison, mais ça protège pas du tout les télés de dire les télés font du direct et les autres non, parce que c'est pas vrai. Les autres aussi vont faire du direct. Eh ben bougez pas, on revient dans un instant. Il est 10h44. En direct, absolument. C'est le 10h midi. On embrasse Valérie Expert. À tout de suite. 10h midi, Média. Et nous sommes toujours avec Laurent Storck ce matin pour ce livre « Pourquoi les imbéciles ne changent pas d'avis » aux éditions Alizio. Et je vais revenir sur un paragraphe qui était assez étonnant dans ce livre, puisque vous êtes allé voir, vous avez échangé avec un garçon qui s'appelle Guillaume Monod, qui est un psychiatre en milieu pénitentiaire, dont l'enjeu est de réinsérer dans la vie civile des djihadistes de français. Et là, on est vraiment sur la croyance. Et ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, vous lui avez posé plusieurs questions sur les djihadistes en prison, en leur demandant s'ils étaient idiots, incultes, et à chaque fois la réponse est non. Oui, il est un des très rares Français à être capable de dire si un djihadiste peut ou pas sortir de prison lorsqu'il est incarcéré. Et
effectivement, ce ne sont pas forcément des gens qui viennent du milieu. Ni de la délinquance. Non, mais bien sûr. Ouais. Voilà. Non, et en revanche, sa conclusion, pour ceux qui veulent directement aller au but, c'est qu'on peut déradicaliser au sens où on peut les rendre pas violents, mais on ne peut pas leur faire abandonner leurs croyances du tout. Et même vous expliquez qu'il vaut mieux les confronter à ce qu'est réellement l'islam pour essayer de les déradicaliser. C'est comme ça qu'il fait. Ouais, c'est comme ça qu'il fait. Et à noter, je profite de cette parenthèse pour dire qu'il va y avoir un documentaire fait par Mélissa Torio sur le retour et qui a suivi le retour de djihadistes qui avaient fait des attentats et qui revenaient en France. Et on les recevra mercredi de 10h30 à 11h dans l'émission Média. C'est vraiment un documentaire exceptionnel qui sera sur la chaîne parlementaire. Ce livre, j'imagine que vous allez en faire des conférences. Est-ce que finalement, parce qu'on parle toujours de discernement, on parle des réseaux sociaux, on dit que les enfants ont un problème de discernement, on dit qu'ils ont du mal effectivement à regarder des avis différents, on prône toujours en disant voilà, si vous regardez, vous lisez un journal de droite, lisez un journal de gauche, et voilà. Est-ce que justement, il faudrait que vous fassiez des conférences pour expliquer aux gens que chacun doit avoir son propre avis, et même si le tissu familial vous pousse à avoir des convictions et des avis et des croyances, de justement cultiver son propre avis? Bah oui, je fais pas mal de conférences avec ce livre, ça dépend, les gens me demandent pas toujours de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a un danger qui se profile, c'est ce qu'on appelle ça s'appelle une bulle, et les algorithmes font en sorte que plus vous avez des croyances, plus ils vous envoient des choses qui correspondent à vos croyances, et moins ils vous ouvrent l'esprit en vous envoyant des éléments qui ne correspondent pas à vos croyances. Et ça, c'est vraiment très très dangereux, surtout pour les plus jeunes enfin mes enfants par exemple, ne lisent pratiquement plus les journaux, ils ne s'informent que par soit de l'AFP en direct, soit des revues auxquelles ils sont, soit directement par YouTube. Mais ça, c'est un rôle des parents ou c'est un rôle de l'éducation nationale? Je pense que les parents peuvent pas, parce que les parents eux-mêmes leurs croyances. Et des parents, ça rêve quand même très souvent que leurs enfants épousent les croyances des parents. Oui. Moi, je pense que c'est le contraire. Non, ça. Alors, l'éducation nationale, je sais pas, on peut peut-être arrêter de leur en donner trop aussi à faire, mais je pense que c'est déjà à eux-mêmes de se rendre compte. Moi, je me rappelle de débats épiques en classe de philosophie pour ou contre la peine de mort. En général, on en venait très vite aux mains si le prof nous séparait pas. Oui. Donc ça va très très vite. En plus, l'adolescence est une période propice parce qu'on a envie de se révolter, on a pas mal d'idées. Aujourd'hui, le succès, par exemple, sur l'écologie de Greta T, est absolument hallucinant. Et elle est en train de mettre dans la tête des gens. Pourquoi hallucinant? Parce que c'est un raz-de-marée. Sur les moins de 30 ans, elle fait un raz-de-marée. Mais parce qu'ils prennent pour argent comptant ce qu'elle dit. Je veux pas faire du Greta bashing, mais ce qu'elle dit, c'est super intéressant parce que peu de gens le disaient. Mais tout ce qu'elle dit n'est pas vrai, et tout ce qu'elle préconise, on doit pas le faire non plus. C'est un point de vue qui doit être lui aussi contrebalancé. Et je vois que sur les populations de moins de 25 ans, il est très difficile de contrebalancer ce qu'elle dit. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une jeunesse finalement qui est une jeunesse de moutons? Voilà. Est-ce que c'est ça le problème aujourd'hui? Ils sont pas plus moutons qu'on a pu l'être, mais je pense que... Alors qu'ils ont accès à une information à laquelle nous, on n'avait pas accès, par exemple. Ça, c'est vrai. Alors, vous avez raison, ils sont pas moins moutons que nous. En revanche, ils ont beaucoup plus d'accès à l'information, c'est vrai. Mais il y a quand même un âge où c'est pas si facile. Soit on fait comme ses parents, soit on fait exactement le contraire de ses parents. Je suis pas psychiatre, mais c'est vrai que moi, je considère qu'on peut commencer à réfléchir à partir de 25 ans, quoi. On se dit, bon, c'est tard. Bah oui, parce que mon père pensait ça, ma mère. Moi, j'ai eu des parents dont ma mère était gaulliste et mon père communiste, stalinien. Ah oui, donc c'était chaud quand même. C'était coupé entre les deux. Et, quand même, oui. Non, mais surtout, c'était, du coup, c'était intéressant pour moi. Mais à TF1. Oui. Mais tout ça, bravo les parents. Ils ont un peu halluciné que je sois à TF1 d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est compliqué, donc il a fallu... oui, moi je dirais que c'est entre 25 et 35 ans qu'on peut vraiment commencer à se sortir de son bocal. Ouais, à se dire bon... Avec vos enfants, vous avez parlé de pourquoi changer d'avis? Il y en a un des deux qui l'a lu, il l'a même trouvé bien, donc parfait, c'est un miracle. Vous-même, vous avez changé par rapport à... Vous le dites un peu dans le bouquin, sur certains points? Ouais, j'ai changé. Sur la viande, j'ai carrément... mais c'est un truc de dingue. Ouais, j'avoue parce qu'on a joué sur l'émotion, sur vous. Oui. Ce que vous dites. Non, mais je trouve ce qui a été sorti sur Internet, sur les abattoirs et tout, pour moi, est totalement insoutenable. C'est vrai que clairement, je mange vraiment moins de viande qu'avant, quoi. Et je trouve ça, je me dis,
je pense qu'il faut qu'ils fassent attention aussi quand même, parce que tout n'est pas. Ces animaux-là sont nés que pour ça quasiment. Vous avez vu qu'il y a quand même 50 millions de poussins à qui on vient de sauver la vie éventuellement. Enfin, non, c'est vrai qu'on apprend des choses. On apprend des choses un peu dégueulasses, quoi. C'est vrai. Honnêtement. Alors on parle beaucoup d'écologie. Bah, vous en parlez, enfin de choses qui changent dans notre vie. Là, vous vous dites qu'effectivement vous êtes pas végétarien, mais je pense que vous êtes sur une voie, en tout cas, de ralentir grandement la viande. L'écologie, on en parle très peu à la télévision, ou alors c'est très alarmiste. C'est-à-dire qu'on part dans des choses qui vont hyper loin. Est-ce que justement la télévision ne devrait pas être un endroit de débat, de vrai débat, et de montrer que une écologie peut être plus rassurante du quotidien, et au contraire, on ne voit que des débats qui sont très violents? Alors, les débats violents, c'est deux choses. D'abord, en télé, c'est pas à des journalistes que je vais expliquer que quand les trains arrivent à l'heure, ça marche pas. Donc, on est obligé de montrer des trains qui arrivent pas à l'heure ou voir qui déraillent. Et ça crée de l'émotion. Et l'émotion peut créer des modifications de croyances. Après, le deuxième point sur la télé, je supporte de moins en moins les critiques de la télé parce qu'il y a tellement de chaînes. Oui. Et il y a vraiment des chaînes qui vont sur des débats de fond, tellement de fond que parfois c'est presque ennuyeux. Que non, là, j'avoue, moi, je trouve que vous pensez qu'il y a assez de choix? Ah, bah, bien sûr. Oui. Ah non, mais là, aujourd'hui, je veux pas faire de la publicité à tout le monde, mais là, il y a des offres télévisuelles. Si, vous savez, je allez-y. la regarde 8 à 10 heures par jour. Bah, allez-y, dites-nous. Mais Arte, qu'est-ce que vous trouvez de bien? Arte, la chaîne parlementaire. Bah, d'abord, toutes les chaînes ont parfois des trucs pas mal. Sauf quand je suis ostensiblement pas dans la cible. Donc, les chaînes au moins de 30 ans, je suis pas dedans. Les chaînes très femmes, alors que je suis un homme, je suis pas dedans. Ouais. Toutes les autres chaînes, moi, je suis dedans. Et la chaîne parlementaire a énormément progressé. France 5 devient plutôt intéressante. Là, j'ai passé 5 jours à Casablanca. J'ai eu des chaînes étrangères. Je trouve pas du tout meilleures que les chaînes françaises, voire moins bonnes pour ce que j'ai pu comprendre dans les langues étrangères. Non, la télé française n'a pas à rougir de ces chaînes. Vous auriez aimé être patron de quelle chaîne aujourd'hui? Moi, je pourrais être qui vous intéresse? Alors attendez, déjà, je mélange pas mes avis et mes amours personnels avec ma vie professionnelle. Ouais. Il y a des émissions que j'ai mises sur TF1 que j'adorais et d'autres que j'aurais pas mis si c'était pour mes propres goûts, et je les ai mises quand même. C'est le propre d'un vrai patron, c'est de pouvoir mettre en tout cas, je le fais. Mais aujourd'hui, une chaîne de télé dans laquelle vous vous sentiriez plutôt à l'aise de pouvoir transformer? Ou de faire vivre. Pouvoir transformer, il y en aurait pas mal, parce que je pense qu'il y en a pas mal que je pourrais, entre guillemets, transformer, voire améliorer, en toute modestie. C'est très, très prétentieux ce que je viens de dire. Après, moi, j'aime bien les chaînes qui s'adressent à un grand public. Ouais. Moi, j'ai habité Roanne, une ville de province, entre 10 et 18 ans. Et j'aime bien que ce public-là, quand c'est un peu le couvre-feu à partir de 19h, trouve à la télé des choses. C'est très service public, ça. Vous êtes dans le service public? Non, moi je le faisais à TF1. Ouais. Ah non, j'ai tout le film du dimanche soir de TF1, je le faisais pratique, j'avais tout ça en tête. J'avais ma grand-mère en tête, j'avais des copains à moi qui sont restés à Roanne. Assez populaire finalement. Provincial, qui parle à tout le monde. Exactement. Voilà, c'est ça. Et pas parisien. Parisien, je sais le faire aussi, puisque j'y vis à Paris. Mais oui, je préfère m'adresser à un grand public. Qui aime bien apprendre en s'amusant, et dont la ligne éditoriale, c'est exactement actuel, ça. Vous en pensez quoi? Honnêtement, il a pas tellement changé en 5 ans. C'est vrai, ça veut dire qu'ils n'ont rien fait. Non, c'est pas qu'ils ont rien fait, mais c'est que je me reconnais dans le TF1 actuel. Donc ça veut dire que vous savez, non mais excusez-moi, il y a 3/4 des gens qui étaient là, qui étaient en place et qui sont encore en place quand j'y étais. Notamment Fabrice Bailly, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant 15 ans, donc je connais bien ce qu'il fait. Est-ce qu'on n'a pas un peu déshumanisé les antennes, parce qu'on a l'impression qu'il y a de moins en moins d'animateurs? On les a hyper spécialisés, c'est-à-dire que comme chaque groupe aujourd'hui a 5 ou 6 chaînes, ils segmentent, ils hyper segmentent. Ce sont des experts. Exactement, mais après non, mais bon, vous avez quand même des gros rendez-vous avec Reichmann, avec Nagui, avec des gens qui personnalisent et humanisent la chaîne. Après, vous savez, le vrai souci, puisque vous appelez parlons vrai, on va parler vrai. Les animateurs ont été enlevés des chaînes parce qu'ils coûtaient trop cher, voilà, tout simplement. Ah ouais, d'accord, ok. Oui. Voilà, ce sera aujourd'hui, ce sera notre résumé de cette matinale avec vous. Pourquoi les imbéciles ne changent pas d'avis? Lisez-le parce que c'est très intéressant et ça nourrit le débat. Laurent Storck, merci d'avoir été avec nous aux éditions Alizio. Merci Rémi Pernelet, merci Gilles Gansman d'avoir été avec moi ce matin. Merci à vous. Merci. On embrasse Valérie Expert dans un instant. Elle sera là demain, Valérie. Absolument. Jean-Marie Bordry qui prend la suite. Passez une excellente matinée. Merci d'être avec nous sur Sud Radio.